Neutralisation des FDLR. Le 1er octobre 2025 débutent les opérations de neutralisation de ce groupe Hutu armé basé dans l'est de la RDC. Cela inclut également la levée des mesures dites défensives imposées par le Rwanda. Cette décision fait partie d'un accord plus large suite à des négociations difficiles entre Kinshasa et Kigali. Après sa démission déposée le 22 septembre 2025 et relevée publiquement lors de la séance plénière, Vital Kamerhe, président honoraire de l'Assemblée nationale, a effectué la cérémonie de passation de pouvoir avec le premier vice-président ce jeudi. Jean-Claude Chilombaï, élu de l'UDPS, assumera dorénavant la présidence par intérim de cette chambre. Et puis conflit entre l'Institut congolais pour la conservation de la nature et les riverains du parc national des Virunga en territoire de Béni. Les éco-gardes ont détruit plusieurs hectares des champs des agriculteurs dans le village Bapombe et Mayangose. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50. La République passe avant tout. Ce sont là les mots forts du désormais ancien président de l'Assemblée nationale. Quelques jours après avoir démissionné de ses fonctions, Vital Kamerhe a passé ce jeudi les commandes à Jean-Claude Chilombaï, président par intérim de la Chambre basse du Parlement. La cérémonie de passation de pouvoir s'est tenue au Palais du Peuple. Après sa démission déposée le 22 septembre 2025 et annoncée officiellement devant la plénière, le président honoraire de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a procédé à la cérémonie des remises et reprises avec le premier vice-président Isaac Jean-Claude Chilombaï le jeudi 25 septembre 2025 au Palais du Peuple. Cette cérémonie solennelle marque le départ définitif de Vital Kamerhe de la tête du bureau de la Chambre basse du Parlement. Conformément au règlement intérieur, la fonction sera désormais assumée par le premier vice-président Isaac Jean-Claude Chilombaï en attendant l'élection d'un nouveau président par la plénière. Dans son mot des circonstances, l'honorable Vital Kamerhe a souhaité bonne chance à ses collègues députés ainsi qu'au premier vice-président Jean-Claude Chilombaï, appelé à diriger l'Assemblée nationale durant cette période intérimaire jusqu'à la plénière d'installation de son successeur. Il a confié qu'il partait avec beaucoup de souvenirs de l'ensemble du bureau et a encouragé son successeur à défendre avec fermeté le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que les intérêts supérieurs de la nation. Je voulais vous dire que les affaires de l'État continuent, les hommes passent, les institutions restent. Je vous souhaite bonne chance pour la période que vous aurez à gérer cette grande institution. Kinshasa et Kigali ont convenu de commencer le 1er octobre 2025 les opérations de neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR, un groupe Hutu armé basé dans l'est de la République démocratique du Congo. Cela inclut également la levée de mesures dites défensives imposées par le Rwanda. Cette décision fait partie d'un accord plus large suite à des négociations difficiles stipulées dans l'accord de paix signé à Washington entre Congolais et Rwandais le 27 juin. Il s'agit d'un nouveau pacte élaboré entre la République démocratique du Congo et le Rwanda avec la médiation des États-Unis. Le 1er octobre de cette année, les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR, qui sont présentes dans l'est de la RDC et à l'origine de la présence des troupes rwandaises sur les territoires congolais, seront finalement neutralisées, ainsi que la suppression des actions dites défensives adoptées par le Rwanda. Un consensus a été établi à Washington le 18 septembre dernier, en présence également du Qatar, du Togo et de l'Union africaine, à l'issue de leur rencontre du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. Un accord qui suscite de nombreuses interrogations dans l'opinion, notamment sur les modalités de neutralisation de ces groupes armés hutus-rwandais et sur la façon dont ils pourraient retourner au Rwanda, leur pays d'origine. À cela s'ajoute si ceci représente un ouf de soulagement pour la République démocratique du Congo de voir finalement le Rwanda arrêter ses exactions dans sa partie est, concernant l'élimination des actions dites défensives par le Rwanda qui s'est produit simultanément avec la neutralisation des FDLR. Le problème persiste à cause des différences d'interprétation de cet accord. Durant la réunion du mécanisme de coordination sécuritaire conjoint, plusieurs questions clés ont été abordées, entre autres, qui est chargé de la traque de ces combattants,
comment intervenir contre les FDLR qui se trouvent dans les régions sous le contrôle du groupe armé AFC M23 et surtout quand débutera véritablement la bataille contre ces groupes armés. Si ce plan est exécuté comme prévu, la première étape impliquera des actions préparatoires, la sensibilisation, l'élaboration des plans, la coordination et le partage d'informations avec le partenaire. Bien que les deux parties aient admis le progrès sur les terrains, ceci demeure très restreint, ce qui explique que la véritable nature de ces opérations est loin d'être authentique. Lors de la 80e Assemblée Générale des Nations Unies, qui se tient actuellement à New York, le président congolais Félix Tshisekedi a profité de son intervention sur cette grande scène pour réitérer son appel à l'engagement de la communauté internationale en faveur du retour de la paix dans son pays. Il a également plaidé pour la justice et la vérité concernant les 10 millions de décès provoqués par le Rwanda et ses alliés du M23 FC au cours des 3 dernières décennies. Le ministère de l'économie nationale va se doter dans quelques jours d'un document de politique et stratégie sectorielle qui servira de boussole pour l'accomplissement de ses missions, celle d'un ministère au service du développement de la République démocratique du Congo. Le lancement des travaux de l'élaboration de ce document a été donné ce jeudi par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, qui a sollicité l'implication des experts afin de garantir la pertinence des résultats attendus. S'adressant au cadre supérieur de l'administration et aux experts à l'occasion du lancement officiel des travaux de l'élaboration du document des politiques et stratégies sectorielles du ministère de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba a tenu à préciser que le document qui sera produit à l'issue des travaux viendra en appui aux 6 engagements que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris devant le peuple lors de sa campagne électorale. Pour lui, son ministère est directement impliqué sur 3 engagements, dont la lutte contre la vie chère, la relance de la production locale et la formalisation de l'économie informelle. L'exercice dans lequel nous sommes engagés, en plus du fait d'être un préalable pour le basculement vers le budget programme, sont indispensables pour nous permettre d'obtenir des résultats rapides et tangibles sur des engagements qui touchent le vécu quotidien des populations congolaises. Pour ces travaux qui vont se dérouler pendant 6 jours, le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuité, a rassuré que les résultats viendront répondre à la question sur les capacités du ministère à remplir efficacement ses missions d'un outil étatique au service du développement. Nous sommes tous ici parce que nous comprenons l'importance d'une politique sectorielle, surtout que cela vient compléter l'arsenal et les outils de planification déjà existants, notamment le PNST. Au nom des partenaires financiers, le directeur résident du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, a salué la vision et le leadership de l'actuel ministre de l'économie nationale qui, grâce à sa détermination, son ministère va franchir une étape importante en se dotant d'un cadre stratégique clair, capable de guider la conduite de la politique économique nationale. Dans la perspective de la réception des bateaux de pêche déjà disponibles pour les Congolais, le ministre national de Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, s'est rendu personnellement à Boma, dans la province du Congo central, le week-end dernier pour inspecter les bateaux nouvellement commandés par le gouvernement. Une satisfaction pour le patron de ce secteur qui rassure la population et l'appelle à un bon usage. Accompagné du ministre provincial du Congo central en charge de la pêche et élevage, Luba Kilungi Fiston, et du maire AI de Boma, le ministre national Jean-Pierre Tshimanga-Bwana a inspecté les 8 bateaux de pêche commandés par le gouvernement de la RDC, déjà accostés au port de Boma, en attendant les derniers réglages pour leur mise en service. Sur place, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana a visité les 3 grands bateaux identifiés distinctement au nom de Patrice Emery Lumumba, Étienne Tshisekedi et Simon Kimbangu, qui seront utilisés sur la côte maritime, mais aussi les 5 autres navires de pêche pour une exploitation sur le fleuve Congo. Les 3 chalissiers, de 27 mètres, sont composés des 3 cabines de l'équipage, les messes, la cuisine, la salle des machines, des chambres froides de 8 cubes et les sacs de préparation pour mettre le poisson dans la chambre froide. Après l'inspection de chaque bateau, le ministre de Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana,
n'a pas caché sa satisfaction de trouver les bateaux tout neufs et il en a profité pour rassurer la population. Je commence d'abord par remercier le président de la République chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir eu cette idée géniale de nous permettre de migrer de la pêche traditionnelle vers la pêche semi-industrielle. Je viens de visiter le bateau. Ce sont des bons bateaux qui vont nous aider dans ce domaine de la sécurité alimentaire. Ils sont là, en bonne forme. Il nous reste maintenant à finaliser le reste, à créer la chaîne de froid pour que la population congolaise commence à bénéficier de ces bateaux. Au regard de la nécessité d'avoir un personnel qualifié pour la navigation et la sécurité de ces bateaux, le ministre Jean-Pierre Tshimanga-Bwana a visité l'Institut supérieur de navigation et les centres d'études et de formation maritime à Mwanda, question de se rassurer des capacités et compétences des gens qui devront travailler avec ces 3 chalutiers. Je le disais en titre au Nord Kivu, une nouvelle étape de violence franchie dans le conflit entre l'Institut congolais pour la conservation de la nature et les riverains du parc national des Virunga en territoire de Béni. Les éco-gardes ont détruit mercredi dernier plusieurs hectares des champs des agriculteurs dans le village Bapakombe à Mayangozé et des champs supposés se retrouver dans le parc alors qu'une commission mise en place par le gouverneur de province travaille sur la résolution pacifique de ce vieux conflit, situation qui a créé la colère plutôt des agriculteurs qui ont barricadé la route Béni-Kassindi. Reportage de Martial Bendelo. Les dégâts matériels sont de grande ampleur. Des champs entiers, avec toute leur culture, ont été dévastés et des motos saisies par les éco-gardes de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Un agissement qualifié de barbare par les victimes, alors que le processus de délimitation du parc national de Virunga est en cours par une commission mise en place par l'autorité provinciale en vue d'une résolution pacifique de ce vieux conflit entre l'ICCN et les agriculteurs riverains du parc national de Virunga regrettent les autorités coutumières du village Bapakombe. Nous avons été surpris parce que nous tous, nous sommes saisis que le gouverneur a institué une commission. Nous sommes ensemble dans ce processus. Nous sommes franchement surpris de voir comment ils peuvent mener des actions pareilles. Tapata solution à tout. Bona watu wametone. Bashefu wetu vinatupigania bakubwa viko na shughulika juu ya jambo. Tunasema kuonesha hasira yetu basipite, jua nasema sisi tusingie mashamba na basipitie mvili. Tukawasha moto. Tukakuwa na matumaini kuwasha moto, bakubwa batasikia, batakuya, batatukutana pale. C'est inadmissible ce qui s'est passé. L'urgence pour l'heure est d'apaiser la tension et de rétablir l'ordre public. Le vice-gouverneur du Nord Kivu s'est rendu sur les lieux. Le commissaire divisionnaire Louis Sogon Karawa est aussi surpris négativement par ce qu'il constate sur le terrain. Voilà, nous constatons que vraiment il y a une destruction méchante. Pendant que nous sommes dans un processus de délimitation, il y a une commission qui a été mise en place par le gouverneur de province. Donc voilà, nous sommes surpris quand même que tout n'a pas été respecté. Ils sont allés vite en besogne et c'est ce que nous regrettons. L'urgence, dès demain déjà, il y a une réunion de concertation avec toutes les parties afin d'apaiser la situation et surtout que la population se sente aussi en sécurité parce que nous sommes là pour cette population. L'urgence s'impose pour un arbitrage entre l'ICCN et les riverains du parc national des Virunga pour une solution définitive. L'autorité provinciale y travaille. Une réunion d'urgence est annoncée au gouvernorat du Nord Kivu, à Béni. Le premier vice-président du Sénat, José Kalala Kalala, a pris part à l'Assemblée générale élective de la mutualité de la Mukalo, une occasion pour lui d'inviter ce dernier à soutenir le président de la République, Félix Tshisekedi. Il a également appelé les siens à l'unité et à la cohésion. Dans une ambiance marquée par la convivialité et la fraternité, la mutualité Bakwa Kalonji, connue sous les sigles Mukalo, a tenu son assemblée générale élective le samedi 20 septembre dernier. Un rendez-vous crucial qui s'est tenu en présence d'un candidat unique à la présidence de cette structure communautaire, Freddy Mwamba Chimankinda, élu pour conduire la destinée de l'organisation. Parmi les personnalités présentes, on notait la participation remarquée du premier vice-président du Sénat, José Kalala Kalala, en tant que notable de l'espace Grand Kassai et non notable de Mukalo. Une présence saluée par les membres venus nombreux pour prendre part à ces assises qui ont également servi de cadre de réflexion sur les grandes orientations à venir pour la mutualité. Prenant la parole, José Kalala Kalala a félicité le nouveau comité dirigeant tout en lançant un appel fort à l'unité, à la cohésion et à la sérénité.
Pour lui, la Mukalo doit désormais se positionner comme un véritable noyau de développement au service de la communauté, dans l'esprit de soutenir également les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour la paix et la concorde nationale. Je suis chez moi. Je vous demande de cultiver l'amour et l'unité pour soutenir les chefs de l'État. Loin de nous des discours de la haine. Dans sa toute première adresse, le président élu, Freddy Mwamba Chimankenda, a reconnu les nombreux défis qui attendent son équipe. Il a également promis de renforcer les liens avec d'autres communautés et de faire rayonner la Mukalo dans un esprit d'inclusivité au profit de toutes les composantes du Kasaï oriental dans leur diversité. La charge n'est pas facile par rapport aux attentes de la communauté. Et donc nous allons faire de tout notre mieux pour arriver à faire tant soit peu ce qui peut être possible. Le nouveau président a également rassuré de son engagement à suivre de près les orientations stratégiques de la mutualité, gage d'une gouvernance responsable et tournée vers le progrès collectif. Une délégation de l'ambassade de la Côte d'Ivoire a tenu une réunion de travail avec l'Agence pour la promotion des classes moyennes à Procem pour avancer un projet ambitieux, l'organisation d'un salon de l'entrepreneuriat. L'objectif est plutôt clair. Il s'agit de créer un pont entre les PME des deux pays, renforçant ainsi les liens économiques et ouvrant des nouvelles perspectives de croissance. La tenue de cet événement est prévue pour le premier trimestre de l'année à venir, marquant une étape cruciale vers une coopération sud-sud plus concrète. C'est au siège de la Procem à Kinshasa que s'est tenu un échange riche et plus que symbolique entre les responsables de l'agence congolaise qui a pour mission de promouvoir les classes moyennes et l'ambassade de Côte d'Ivoire en RDC. L'objectif de la rencontre, l'organisation du salon de l'entrepreneuriat, un cadre de haut lieu de partage d'expériences et d'opportunités entre les entrepreneurs congolais et ivoiriens. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en RDC, François-Xavier Zabavi, s'est réjoui du réchauffement des relations diplomatiques à travers ce forum. Question que nous puissions mettre en place ensemble un projet de renforcement justement de cette coopération-là. Alors nous travaillons justement sur les premières étapes de ce projet. Il s'agit de mettre en place un forum, un salon d'opportunités entre les entreprises de Côte d'Ivoire et celles de la République démocratique du Congo. Et les premiers jets justement de ce projet-là étaient en discussion ce matin. Nous sommes venus justement pour échanger avec nos frères du Congo, notamment avec le directeur général de la Procem et ses collaborateurs. Pascal Tchello, le directeur général de la Procem, a rappelé qu'il s'agit là d'une dévision du chef de l'État congolais concernant le soutien à l'entrepreneuriat. Pour les chefs de l'État, il nous dit toujours qu'il faut accompagner, soutenir l'entrepreneuriat parce que c'est à travers l'entrepreneuriat que nous créons des entreprises qui créent elles-mêmes des richesses, qui embauchent, qui engagent les gens et distribuent les revenus à travers les ménages, à travers la population, qui permettent d'améliorer leurs conditions de vie. La rencontre s'est conclue sur un accord de principe pour approfondir l'étude du projet avec un horizon de réalisation fixé au premier trimestre 2026. Les deux parties se sont engagées à travailler rapidement pour que cet événement se concrétise et permette aux PME congolaises de saisir de nouvelles opportunités de partenariat avec leurs homologues ivoiriens. Dans un autre chapitre, l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA a ouvert ce jeudi dans la salle Mayamba son séminaire institutionnel de bilan et de préparation académique pour l'année 2025-2026, marqué par la présentation des perspectives et des réformes à l'approche de son cinquantenaire. Le séminaire institutionnel des bilans et des préparations académiques de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA s'est ouvert ces jours dans la salle Mayamba.
Fidèle à la tradition, la nouvelle équipe dirigeante n'a pas dérogé à la règle. Ces assises visent à dresser les bilans de l'année écoulée et à définir les perspectives pour les années à venir. Déjà à l'époque de notre papa, je me souviens de séances parfois tardives à Bruxelles où on discutait de l'année académique, de préparer, on réfléchissait sur les axes. En présence du PDG, des Lizipa, Martin Kanga Odimba, du directeur général ainsi que de plusieurs professeurs éminents, dont Jean-Marie Kassamba, les travaux ont été lancés dans un climat de réflexion. Le PDG a saisi l'occasion pour présenter sa vision et ses ambitions alors que l'Institut s'apprête à célébrer son cinquantenaire. Alors, vous avez vu la nouvelle équipe que j'ai présentée aujourd'hui et j'ai vraiment donner un grand challenge à l'équipe qui est là, qui a comme principale mission d'amener les diplômes de l'ISIPA au niveau, de sorte que ça soit reconnu au niveau de l'Union européenne, au niveau international. Et nous avons le label que nous poursuivons, c'est le label ERES. Cette première séance de travail a permis aux participants d'exposer les réalités de leur secteur respectif. L'année académique 2025-2026 s'annonce prometteuse, les axes d'amélioration et les réformes nécessaires au bon fonctionnement de l'ISIPA ayant été clairement identifiés. Et puis la ministre déléguée chargée de la nouvelle économie du climat, Arlette Bahati-Tito, a eu plusieurs échanges dans son bureau de travail. Tour à tour, elle a reçu les représentants du FONAC, de la Fondation Bambolomone et la délégation de Comifac. Les questions d'assainissement du climat et forêt ont été abordées. Assainissement, climat et forêt, la ministre déléguée en charge de la nouvelle économie du climat, Arlette Bahati-Tito, a enchaîné des échanges stratégiques cette semaine, affirmant son leadership dans le domaine de l'assainissement, restauration forestière et la diplomatie environnementale. Le fonds d'assainissement de la ville de Kinshasa salue son initiative de convoquer une table ronde sur l'assainissement de Kinshasa et les provinces. Cette rencontre devra rassembler les décideurs, experts du secteur, société civile et pollueurs pour définir un mécanisme de financement durable de la salubrité urbaine. De son côté, la fondation Bambolomone, en partenariat avec une firme britannique, a présenté à la ministre déléguée un ambitieux projet de restructuration de 21 000 hectares de forêt tropicale étalée sur 40 ans. Ce projet renforcera la position de la RDC comme pays solution en matière de climat. La ministre déléguée Arlette Bahati a aussi échangé avec une délégation de la Comifac en pleine restructuration et elle a promis un accompagnement institutionnel pour relancer cette coordination stratégique. Par ailleurs, la ministre déléguée Arlette Bahati a pris part à une importante réunion avec les bailleurs internationaux sur les préparatifs de la COP30 prévue au Brésil. Ce premier échange a posé les bases d'un dialogue renforcé pour mobiliser les financements en faveur de la préservation du bassin du Congo. Arlette Bahati-Tito s'impose ainsi comme un maillot clé de la diplomatie environnementale congolaise, alignée sur la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi et de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Direction le Lualaba où Fifi Masuka Saini a dépêché son ministre du Plan et celui des infrastructures dans le Lualaba profond. Objectif, inspecter les travaux de la route nationale numéro 39 avant le retour de Dame la Pluie et lancer officiellement les travaux d'asphaltage de plusieurs avenues dans la deuxième ville de la province, à savoir celle de Kassaji. En mission officielle dans les territoires de Dilolo, le ministre provincial de budget au Lualaba, Mathieu Kazembe, a commencé ce samedi 20 septembre la visite des différentes réalisations du gouvernement Masuka par le village Lungenda où la population lui a réservé un accueil chaleureux. Après avoir présenté à la population son collègue des infrastructures envoyé par la gouverneure Fifi Masuka pour lancer les travaux d'asphaltage de plusieurs entités de l'arrière-province et inspecter les travaux sur la RN39. Ils ont visité le bâtiment du guest house en construction par ses équipes.
À son arrivée à Kawayongo, après un échange avec la population, Mathieu Kazembe a posé la première pierre pour la construction de l'Institut Kawayongo, une école qui a produit beaucoup d'intellectuels, voire même les députés, mais son état actuel laisse à désirer. C'est tard dans la soirée que la délégation conduite par le patriarche a foulé les sols de Kassaji, deuxième ville de la Provence, chez Arafifi Masuka. Accueillis par les conseils de sécurité, direction la mairie, où ils ont échangé avec le maire adjoint avant de faire un point de presse devant les journalistes et les représentants de société civile. Mathieu Kazembe Souana annonce officiellement l'objet de son déplacement avec le ministre provincial des infrastructures. Madame la gouverneure nous a demandé de vous rassurer que le moment venu, elle viendra elle-même. Je représente l'autorité, lui il est le ministre de tutelle, c'est lui notre technicien. Ma présence ici se justifie aussi par le fait que je suis élu du territoire. En tant qu'élu, je devais profiter aussi de cette occasion pour dire bonjour, remercier à tous ceux qui m'ont fait confiance. Soucieux de se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire, Kazembe Souana et sa suite se sont rendus à Muyumba, village situé à une vingtaine de kilomètres de Kassaji, où il a doté à l'école primaire Kavuko un nouveau bâtiment équipé. Constat, aucun élève à l'école. Motif, les parents préfèrent amener les enfants au champ, en lieu et place de les amener à l'école. L'élu de Dilolo s'est décidé de payer le frais scolaire pour tous les élèves du village, de la première en 6e primaire pour toute l'année scolaire 2025-2026. Au village Kazembe, où il construit déjà une école, il a encouragé les parents à envoyer les enfants à l'école avant de faire un don d'uniforme aux enfants du village. Motif de satisfaction pour la population et les chefs de village. À Kinshasa, le Forum international des femmes africaines FIFA en collaboration avec le Cadastre Minier a organisé une formation au Collège Boboto à l'intention des femmes du monde du travail, institutions publiques et privées. L'objectif, outiller les femmes en leadership et en gestion axée sur les résultats pour leur permettre de mieux piloter leurs projets et démontrer leur impact. Joël Iselona. Pendant 3 jours, les femmes des différents secteurs publics, privés et associatifs ont participé à une formation de haut niveau sur la gestion axée sur les résultats, GAR et la performance organisée par le Forum international des femmes africaines en collaboration avec le Cadastre Minier. L'objectif, outiller ces femmes en leadership et en gestion axée sur les résultats pour leur permettre de mieux piloter leurs projets et de démontrer leur impact. Au cours de ces 3 jours, les participantes ont été initiées aux fondamentaux de la gare à travers des sessions interactives portant sur la chaîne des résultats, activités, extrants, effets, impact, la définition d'indicateurs SMART, l'analyse des performances pour une meilleure rédivabilité. Pourquoi la gestion axée sur les résultats? Parce que nous avons l'impression comme si nous travaillons plus sur base des objectifs, oui, c'est bon, c'est une très bonne chose. Mais nous devrions aller au-delà des atteintes des objectifs. Donc, nous devrions orienter notre politique vers l'atteinte des résultats. Parce que c'est l'atteinte des résultats qui apporte le changement voulu au niveau de nos compatriotes, au niveau de la population. Au-delà des outils, cette formation a surtout été un espace de sororité professionnelle et des partages d'expériences. Plusieurs intervenantes ont enrichi cette formation, à l'instar de Madame Ebeka Maloka Magui, DGA par intérimaire au sein de l'Agence nationale de lutte contre les violences faites aux femmes, jeunes et petites filles, qui a abordé un sujet intéressant aux femmes, performance et développement durable. Le docteur Ndelela Muyembi Naomi, de son côté, a insisté sur l'importance du dépistage du cancer du sein à l'approche du mois de sensibilisation contre cette maladie. À la fin de la session, les participantes repartent avec leurs certificats, mais surtout avec des nouveaux réflexes, de nouveaux outils et une vision renforcée. Le message est clair, la compétence, la méthode et les résultats sont désormais des armes des femmes pour transformer durablement leur société et avec un impact tangible. Payer l'impôt est un devoir civique. L'entreprise Shangshong a commis un bris de scellage en arrachant les avis de scellage apposés par les huissiers fiscaux de la DGRK. Le constat a été fait après cette infraction.
Scellé la semaine dernière par les huissiers fiscaux de la Direction générale de recettes de Kinshasa pour non-paiement des impôts, taxes, redévances et autres droits revenant à la ville de Kinshasa, l'entreprise Shengshang SARL a commis un bris de scellage en arrachant les avis de scellage apposés par les huissiers fiscaux et en détruisant les dispositifs de scellage, cadenas et chaînes qui, du moins, est perçu comme une infraction aux yeux de la loi. C'est ainsi que le chargé de mission de la DGRK, Gérard Kaja Kamboa, a instruit les huissiers fiscaux de la DGRK à reposer le scellage et à établir un PV de constat pour faire rapport auprès des instances judiciaires. Ils ont ainsi été scellés pour remettre le fisc provincial dans ses droits. Le chargé de mission, Gérard Kaja, invite tout citoyen quinois, politique ou non politique assujetti aux impôts, taxes, droits et redevances, à s'acquitter de ses obligations fiscales conformément aux dispositions légales en vigueur. Et soucieuse de maintenir la stabilité sécuritaire dans sa juridiction, Aline Makeno, bourgmestre intérimaire de la commune de Fungurumé, a présidé une réunion du comité local de sécurité. Les échanges ont porté sur l'évaluation de la situation sécuritaire locale et sur les stratégies à mettre en place afin de prévenir et contenir toute menace susceptible de troubler l'ordre public. La réunion du comité local de sécurité présidée par l'honorable Aline Makano Chilombo, bourgmestre intérimaire de la commune de Fungurumé, a débuté par l'hymne national ce mercredi 24 septembre 2025, démontrant un engagement fort envers la stabilité sécuritaire dans la commune. Cette initiative s'aligne sur les efforts du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, pour assurer la quiétude des Congolais. La participation à cette réunion comprenait les responsables de la sécurité chargés de maintenir l'ordre public, les représentants de l'appareil judiciaire pour une collaboration étroite avec les forces de sécurité, le chef de quartier de Fungurumé, pour une approche communautaire de la sécurité. Cette collaboration multisectorielle vise à renforcer la sécurité locale et à maintenir l'ordre public, reflétant l'engagement des autorités locales sous la direction de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. L'objectif est de contribuer à un environnement sûr et stable pour les habitants de Fungurumé. Pour rappel, le président Félix Tshisekedi fait de la sécurité et de la stabilité des priorités de son mandat. Récemment, il a plaidé pour une reconnaissance du génocide congolais devant l'ONU, soulignant l'importance de la justice et de la souveraineté pour l'Afrique. Suivi et accélération des projets d'infrastructure, c'est le but de la descente sur terrain du député national Riguen Bakonga et une grande équipe de génie militaire dans les différents quartiers de la commune de Limete à l'approche des pluies torrentielles annoncées par la Metelsat. Des dispositions sont donc prises pour éviter les inondations. Victime des inondations, la population de la commune de Limete peut pousser un ouf de soulagement après le passage du ministre des Infrastructures John Banza et l'équipe de génie militaire qui sont descendus sur terrain après le cri d'alarme lancé par les députés nationaux élus de Mont-Amba, Riguen Bakonga. Plusieurs travaux ont été lancés, notamment le curage de la rivière Njili. Pour rappel, la montée des eaux de cette rivière a causé il y a peu des inondations meurtrières. Madame, il y a déjà une semaine, le génie militaire est descendu sur le terrain. Nous avons installé nos engins ici pour commencer les travaux. On va commencer à curer pour permettre à ce que les eaux provenant de la rivière Njili descendent plus rapidement possible. Mais j'ai instruit à mes ingénieurs pour qu'on puisse élaborer une technique que l'engin entre à l'intérieur et curer, agrandir l'espace de la rivière. Je tiens d'abord à remercier et féliciter les ministres honorables Daniel John Banza pour l'engagement et la détermination de pouvoir aider la population. Vous savez, le quartier de l'année a beaucoup souffert. Nous avions perdu pas mal de populations, les biens, mais aussi des pertes humaines. La population de Limete a exprimé toute sa gratitude au ministre des ITP, l'équipe des génies militaires et au député Riguen Bakonga.
Et lutte contre les embouteillages, plutôt on revient ici pour parler du réseau des organisations de la société civile qui était en atelier national ce jeudi sur les modèles intégrés pour les services communautaires de lutte contre le VIH en République démocratique du Congo. Il était question de réfléchir sur le mécanisme à mettre en place pour produire la feuille de route pour la République démocratique du Congo. Jenny Kayembe. Comment lutter contre la recrudescence de manque de financement et mettre en place un mécanisme de financement durable pour renforcer la lutte contre les nouvelles infections à VIH. Les acteurs de la société civile, des organisations communautaires, des organisations de défense des droits humains, le programme de lutte contre le VIH-Sida, des pays notamment la République démocratique du Congo et l'Afrique de l'Ouest centre réfléchissent autour d'une même table du 25 au 26 septembre à Kinshasa, précisément dans l'une des salles du réseau national des ONG pour le développement de la femme située dans l'enceinte du PNMLS. Les go des travaux ont été donnés ce jeudi par Marie Nyombozaïna, coordinatrice du RENADEF. Dans son mot des circonstances, elle a réitéré sa détermination, celle d'apporter des services de qualité aux populations qui en ont besoin. Ceux qui réfléchissent par rapport à la recrudescence de financement et comment faire pour continuer à résister et continuer à apporter des services de qualité aux communautés qui en ont besoin. C'est vraiment les organisations, les réseaux des organisations de la société civile, les organisations communautaires, les organisations de défense des droits humains, les programmes de lutte contre le sida et bien d'autres parties prenantes. Kadijatou Fatim, chargée du plaidoyer et des capacités à l'Institut de la société civile pour la santé en Afrique de l'Ouest Centre, a fait savoir que cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une série d'ateliers lancés dans plusieurs pays dont la RDC, le Sénégal et le Nigeria. Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que la riposte contre le VIH reste efficace, qu'elle améliore l'accès aux services et qu'il y ait une offre de services non seulement de qualité, mais aussi qu'elle soit efficace pour permettre à nos populations d'avoir des services qui sont là, qui sont pérennes et qui sont financés aussi d'une façon durable. Cet atelier se veut un cadre de durabilité de l'intégration des services VIH. L'idée est de trouver des voies et moyens pour appuyer la riposte contre le VIH, la rendre efficace et avoir un financement durable. Ainsi, mettre fin à la recrudescence de manque de financement. Et place à présent un rappel des principaux titres. Neutralisation des FDLR le 1er octobre 2025 débute les opérations de neutralisation de ce groupe Hutu armé basé dans l'est de la République démocratique du Congo. Cela inclut également la levée de mesures dites défensives imposées par le Rwanda. Cette décision fait partie d'un accord plus large suite à des négociations difficiles entre Kinshasa et Kigali. Après sa démission déposée le 22 septembre 2025, révélée publiquement lors de la séance plénière, Vital Kamerhe, président honoraire de l'Assemblée nationale, a effectué la cérémonie de passation de pouvoir avec le premier vice-président ce jeudi. Jean-Claude Chilombaï, élu de l'UDPS, assumera dorénavant la présidence par intérim de cette chambre. Conflit entre l'Institut congolais pour la conservation de la nature et les riverains du parc national des Virunga en territoire de Béni. Les éco-gardes ont détruit plusieurs hectares des champs des agriculteurs dans le village Bakakombe à Mayangose. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb.